Quand on pense à la Coupe du Monde au Qatar, on pense bien évidemment au scandale des droits humains et environnementaux, ce qui est tout à fait normal. Mais qui dit Coupe du Monde au Qatar, dit également FIFA et famille royale qatari, tous deux hautement impliqués dans des scandales d'évasion fiscale. Du coup, on s'est dit, mais pourquoi ne pas revenir sur ces deux enquêtes qui ont révélé ces scandales d'évasion fiscale, à savoir les Panama Papers de 2016 et les Pandora Papers de 2021, tous deux réalisés par le Consortium international de journalistes d'investigation, aussi appelé ICIJ. Avec ces deux enquêtes, c'est comme si vous jetiez un étron dans le ventilateur, tout le monde a été éclaboussé. On a eu des stars, des sportifs de haut niveau, des familles royales, des politiciens et même des organisations criminelles. Bref, un sacré tableau de chasse. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir à quel point est-ce que les données, les technologies et les algorithmes ont été essentiels dans la réussite des Panama et des Pandora Papers. Et en particulier que la clé de la réussite, c'était une vraie collaboration étroite, une vraie love story entre d'une part des journalistes d'investigation et d'autre part des développeurs informatiques. Du coup, bienvenue sur la chaîne Lofiform, au menu du jour, journalisme et technologie contre évasion fiscale. Bon visionnage. Alors l'évasion fiscale, on l'a déjà vu en détail dans une précédente vidéo que je vous invite à voir ou à revoir pour vous rafraîchir le disque dur. En deux mots, ce sont des multinationales et des grosses fortunes qui sont pétées de thunes et qui souhaitent l'être encore plus en pratiquant de l'évasion fiscale. Et pour ce faire, elles construisent des montages financiers foireux, impliquant énormément de sociétés offshore, dont la plupart sont localisées dans les paradis fiscaux. Et la clé de la réussite, c'est la complexité de ces montages, comme ça les États n'y voient absolument rien. Et la preuve en est. La quasi-totalité des enquêtes faites sur l'évasion fiscale, telles que les Panama et les Pandora Papers, ne sont quasiment jamais à l'initiative des États. En réalité, tout commence par ce qu'on appelle une fuite de données, initiée par des lanceurs d'alerte. Alors, lanceurs d'alerte, fuite de données, de quoi parle-t-on exactement? Prenons l'exemple des Panama Papers de 2016. En 2016, les journalistes de l'ICIJ ont reçu un message étrange d'un prénommé John Doe qui souhaitait leur envoyer des informations touchy sur son employeur, le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. En gros, c'était un cabinet qui était spécialisé dans la création de montages financiers d'évasion fiscale pour les multinationales et les grosses fortunes. Le but de John Doe, c'était de révéler au grand public à quel point est-ce que l'évasion fiscale se pratiquait à tous les niveaux de la société. Et là, les choses vont s'emballer. Lorsque les journalistes vont recevoir les informations transmises par John Doe, leurs mâchoires vont se décrocher. Ils vont recevoir près de 11 millions de documents reprenant les activités du cabinet d'avocats sur une période allant de 1977 à 2015. Il va y avoir de tout, des fichiers Excel, des documents Word, des fichiers PDF, des scans de documents, des emails et des bases de données. Bref, une vraie fuite de données des familles. Et là, les journalistes vont se dire, s'il y a autant de données, c'est qu'il y a énormément de choses à raconter et on va pouvoir taper sur de l'évasion fiscale et ça c'est cool. Par contre, d'un point de vue journalistique, ça va piquer. Car oui, quand vous êtes journaliste et que vous êtes face à une telle quantité d'informations, vous devez faire face à un gros challenge, c'est le temps. Si vous êtes seul ou à plusieurs et que vous devez décortiquer manuellement tous les documents un par un pour ensuite révéler des montages financiers foireux extrêmement complexes, c'est peine perdue. Soit vous allez finir au bout d'une corde faute d'énergie, soit toutes les personnes qui auraient dû être citées dans vos révélations vont décéder avant ces révélations, ce qui est quand même particulièrement ballot, puisque l'idée c'est de les voir en prison. Et donc les journalistes devaient trouver une solution pour traiter 11 millions de documents extrêmement rapidement. Et là ils vont faire quelque chose d'assez étonnant. Ils vont aller frapper à la porte de personnes qui d'habitude ne collaborent que très peu avec des journalistes, ils vont aller voir des développeurs informatiques. Les journalistes ont fait le pari que les technologies et les algorithmes pourraient les aider à ingérer et à traiter extrêmement rapidement toutes les informations transmises par la fuite de données pour ensuite mettre au bout du jour tous les montages fiscaux pratiqués lors de l'évasion fiscale. Comme quoi parfois les technologies, ça a du bon. Les développeurs informatiques qui ont aidé les journalistes ont complètement craqué leur slip. Ils ont mis en place une tonne de solutions pour les aider à traiter toutes ces informations. Et parmi toutes ces solutions, il y en a une qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'on pense que c'est une des solutions les plus sexy puisqu'elle répond parfaitement aux problèmes posés par l'évasion fiscale. Cette solution, c'est ce qu'on appelle les graphes. Graphes. Un graphe est un outil mathématique puissant qui permet de visualiser des données hautement complexes.
Et pour l'expliquer, je vais sortir de l'évasion fiscale et aller voir un réseau social que tout le monde connaît, Facebook. Facebook, réseau social, des milliards d'utilisateurs connectés entre eux. Facebook a un problème. Il doit constamment analyser une quantité astronomique de données parce qu'il doit comprendre comment se structure son réseau. Est-ce qu'il existe des communautés, des personnes hautement influentes, quel est le degré de proximité entre deux utilisateurs. Et ceci pour par exemple faire des suggestions d'amis ou vous balancer de la publicité ciblée. Facebook ne va bien évidemment pas analyser le tableau contenant ces milliards d'utilisateurs, pas du tout. Il utilise ce qu'on appelle un graphe, c'est-à-dire une représentation des données où chaque utilisateur y est représenté comme un nœud, avec ses informations qui lui sont propres, connecté à d'autres utilisateurs, donc d'autres nœuds, via des liens du style être ami, appartenir au même groupe. Et ce graphe-là, étendu à l'intégralité de son réseau, est ce qu'on appelle le graphe social. L'avantage d'un graphe, c'est que c'est un outil visuel qui rend très intuitif et très intelligible une grande quantité de données complexes. Plutôt que d'avoir la liste de tous ses utilisateurs, Facebook a devant lui une représentation graphique qui lui permet de voir s'il y a des communautés ou des personnes hautement influentes. C'est donc un outil extrêmement puissant pour ingérer des données hautement complexes et en fournir une représentation visuelle extrêmement facile à manipuler. Et c'est d'ailleurs tellement puissant que la quasi-totalité des réseaux les utilisent. YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram les utilisent fortement. Cette puissance du graphe, elle a sauté aux yeux des développeurs informatiques qui ont aidé les journalistes. En effet, quand on regarde un montage financier, on se rend compte qu'il peut être facilement modélisé par un graphe. En effet, plutôt que d'avoir des utilisateurs, vous auriez des grosses fortunes ou des multinationales qui sont elles aussi connectées à d'autres nœuds qui sont des sociétés offshore, elles-mêmes connectées à d'autres sociétés offshore et ainsi de suite, via des liens du style être créateur d'une telle société, être actionnaire, et une société est une filiale d'une autre société, etc. Donc un graphe est très adapté pour représenter les montages financiers impliqués dans l'évasion fiscale. Mais ce qui a surtout sauté aux yeux des développeurs informatiques, c'est la puissance qu'a un graphe à absorber et à compresser de la complexité pour ensuite fournir quelque chose de hautement visuel. Et donc les développeurs informatiques ont fait le pari suivant. Et si on créait une batterie d'algorithmes qui allait en gros ingérer les données fournies par la fuite de données de John Doe, les traiter et les analyser, pour ensuite sortir l'intégralité des graphes qui sont en gros les montages financiers impliqués dans la fuite de données, et les fournir aux journalistes pour qu'ils puissent par la suite faire les révélations qui ont été citées dans les Panama et dans les Pandora Papers. En gros, fournir un petit moteur de recherche pour les journalistes dans lequel ils peuvent taper un nom, ça mouline, et en retour, on obtient tout simplement les graphes qui représentent les montages financiers impliqués dans l'évasion fiscale. Alors ça, c'est en théorie. Bien évidemment, les choses sont toujours plus compliquées et le diable se cache toujours dans les détails. Ça a été un travail vraiment de longue haleine, ils ont dû mettre énormément d'huile de coude. En gros, ils ont dû mettre en place une tonne d'algorithmes qui ont passé au screening l'intégralité des bases de données du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca pour y extraire automatiquement les noms des personnes qui étaient citées, les noms des entreprises, reconnecter les liens, etc. et pousser le tout dans des bases de données adaptées à l'utilisation des graphes. Et pour pouvoir travailler rapidement, ils ont fait tourner en parallèle 40 serveurs qui ont en gros analysé automatiquement toutes les données transmises par John Doe pour fournir les graphes et donc faire en quelques jours un travail qui aurait pris normalement plusieurs mois s'il avait été fait manuellement par les journalistes. Trêve de bavardage, je ne m'attarde pas sur les détails techniques, on va maintenant aller voir les résultats de ces développements informatiques. Alors je vous l'avais promis, on va parler du Qatar. Le Qatar, vous savez, c'est ce pays qui adore le football, le pétrole et aussi l'évasion fiscale. Dans les Pandora Papers de 2021, les journalistes ont vu que le nom de l'actuel émir du Qatar y était cité. En allant voir dans les données, mais ils se sont rendus compte que cette personne était en réalité connectée à deux sociétés, Golden Satellite Limited et LND Estates Limited, tous deux enregistrés dans des paradis fiscaux. Et en allant fouiller dans ces sociétés, elles se sont rendues compte qu'en réalité, ces sociétés détenaient deux des plus gros appartements les plus chers situés en Grande-Bretagne. Et donc elles ont compris que grâce à son montage financier, l'actuel émir du Qatar pouvait détenir ces deux appartements sans payer un seul bal d'impôt à son pays d'origine, le Qatar, pays dont il est émir, ce qui est quand même relativement couillu. Et cette histoire d'évasion fiscale au Qatar, c'est une vraie histoire de famille. Dans les Panama Papers de 2016, les journalistes se sont rendus compte que le père de l'actuel émir, donc l'émir en date, en 2016, était également cité dans les Panama Papers. Lui, c'était un peu plus complexe, comme on peut le voir ici dans le graphe présent. L'actuel émir du Qatar était en réalité connecté à une triclée de sociétés offshore qui étaient elles-mêmes connectées à des banques, notamment des banques situées au Luxembourg. Et que ce montage financier lui permettait en gros d'aller placer une partie de sa thune dans des banques situées au Luxembourg via des sociétés offshore, lui permettant bien évidemment de défiscaliser une partie de cet argent. Mais l'exemple qui nous paraît le plus édifiant et celui qui nous file un maximum d'hémorroïdes, c'est la FIFA.
Donc la FIFA, tout le monde connaît, il y a des histoires de corruption et de blanchiment d'argent, notamment en 2015 et en 2016, lorsqu'on en a appris que le vice-président de l'époque, Eugenio Figueiredo, et un des membres du comité éthique de la FIFA, Juan Pedro Damiani, étaient tous deux impliqués dans des histoires de blanchiment d'argent et de corruption, notamment lorsqu'ils recevaient des pots de vin de businessmen argentins. Alors le nom c'est Mariano et Hugo Jenkins, donc des businessmen argentins qui arrosaient la FIFA en pot de vin pour recevoir des droits de diffusion en Amérique latine pour des matchs. On avait donc plusieurs intervenants, hein. On avait le vice-président de la FIFA, le comité éthique et des businessmen argentins. La question c'est comment est-ce que les journalistes ont pu utiliser les graphes pour comprendre comment circulait l'argent et comment fonctionnait la corruption. Bon, on va faire le même exercice. On va aller sur le site de l'ICIJ où toutes les données sont rendues publiques. Et on va tout simplement utiliser leur moteur de recherche pour taper par exemple le nom Jenkins, qui est donc le nom des businessmen argentins. Ce qu'on constate, c'est que le nom Jenkins revient à plusieurs reprises dans les Panama Papers, notamment Mariano Jenkins. Cliquons sur ce nom. Ce qu'on constate, c'est que Mariano Jenkins est connecté à une société qui s'appelle, les noms sont assez compliqués, Cross Trading SA, qui est en fait une société offshore localisée dans les Seychelles. Lorsqu'on étend le nœud de Cross Trading SA, on se rend compte qu'en réalité, cette société est connectée à une société obscure appelée PGA Consultores, localisée en Uruguay, et qui est, elle, connectée à 34 autres sociétés offshore, donc un vrai hub de sociétés offshore. Et en étudiant ces sociétés offshore, on en voit une qui nous intéresse beaucoup, c'est Leonidas SA, qui est elle-même localisée au Panama et qui est connectée via un intermédiaire à notre vice-président de la FIFA, Eugenio Figueiredo. Et plus intéressant encore, cet Eugenio Figueiredo est en réalité connecté à plusieurs sociétés offshore. En prenant un peu de hauteur et en recombinant tout ce bordel, on se rend compte que là, on est face à un montage financier mis en évidence par le graphe où les businessmen argentins arrosaient le vice-président de la FIFA via un ensemble de sociétés offshore interconnectées entre elles. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que chacune de ces sociétés est connectée à un cabinet d'avocats appelé JP Damiani et Associés, détenu, sans surprise, par notre Juan Pedro Damiani, membre du comité éthique de la FIFA. En prenant un peu de hauteur, on se rend compte à quel point cette situation a de quoi nous filer des hémorroïdes. On a là un montage extrêmement complexe, extrêmement tentaculaire, mis en évidence par les graphes. Je répète, on a des businessmen argentins qui arrosent un vice-président de la FIFA, et ce vice-président de la FIFA utilise des sociétés offshore pour masquer toutes ces opérations de corruption. Et ces sociétés offshore sont en réalité gérées par un des membres du comité de la FIFA, notre fameux Juan Pedro Damiani. Un vrai bordel sans nom. Alors je pourrais continuer encore pendant des heures et parler de stars de football, de stars de la chanson, de politiciens, etc. Mais ce n'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de rendre un hommage aux enquêtes des Panama et des Pandora Papers, aux journalistes, aux lanceurs d'alerte et aux développeurs informatiques, très peu cités finalement dans les journaux quand on parle de ces deux enquêtes. Et en particulier de montrer à quel point est-ce que les technologies et les algorithmes ont permis justement de mettre en évidence à quel point l'évasion fiscale se pratiquait à toutes les couches de la société, et notamment via des outils tels que les graphes qui permettent une représentation visuelle des données extrêmement puissante. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour nous soutenir à faire sonner la petite cloche, un petit pouce vers le haut, nous ça nous fait toujours du bien. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire évidemment. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.